Le récap info pour savoir et comprendre cette semaine avec Jean-Charles Colarroy, député En Marche de l'Isère. Bonjour. Bonjour, merci pour votre accueil. Merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour à tous. La fiscalité verte est-elle la meilleure solution pour accélérer la transition écologique si l'on en juge à la mobilisation des Gilets jaunes? Faire payer pour induire des comportements plus vertueux ne semble pas le plus efficace. Surtout quand les solutions alternatives sont réduites. Les pouvoirs publics semblent bien désemparés, proposant des mesures dans tous les sens, sans réelle vraie stratégie. Pour autant, l'urgence climatique est là. Convaincre sans contraindre, est-ce possible? On va poser la question à Jean-Charles Colarroy, député de l'Isère et membre de la commission du développement durable et de l'aménagement du territoire à l'Assemblée, donc spécialiste de ces questions. On rappelle que vous avez été élu donc sur la deuxième circonscription de l'Isère, et Chirol, Saint-Martin-d'Air et Visil. Évidemment, monsieur le député, on en vient à la manifestation, la mobilisation des Gilets jaunes. 300 000 personnes le week-end dernier mobilisées un peu partout en France. D'abord contre la hausse des prix des carburants, puis plus généralement contre le poids de la fiscalité. D'abord, est-ce que vous sentez cette colère? Est-ce qu'on vous la témoigne dans la rue, dans votre permanence? Oui, bien sûr. D'abord, moi, je veux dire que le bilan est lourd. Il faut quand même le rappeler. 2 morts, plusieurs centaines de blessés parmi les manifestants, des dizaines de blessés aussi parmi les forces de l'ordre. Et ce bilan, il doit d'abord nous appeler à la vigilance. Et puis moi, je veux témoigner effectivement mon soutien, ma solidarité aux victimes et aux familles des victimes tout d'abord. Ensuite, c'est une préoccupation, parce qu'on voit qu'à certains endroits, le mouvement peut se radicaliser. Et j'essaye de faire, moi, la différence entre des personnes parfois violentes qui mettent la pression aussi sur d'autres qui souhaitent circuler, et puis aussi un grand nombre de nos concitoyens qui sont effectivement solidaires du mouvement et qui expriment une colère qu'il faut être capable d'entendre. Et c'est pour ça que moi, je souhaite qu'on soit dans une position d'écoute, effectivement bien entendre ce qui se dit, ce qui se passe, voir comment va se dérouler la manifestation de samedi, et qu'on soit capable aussi de réagir et d'être force de proposition. Voilà, je précise, je le rappelle à chaque fois, nous enregistrons le vendredi après-midi, donc effectivement, on ne connaît pas l'ampleur de cette seconde manifestation de ce week-end. En tout cas, monsieur le député, ce n'est pas très courant. On a vu de nombreuses manifestations un peu partout, notamment dans les zones rurales, dans les petites communes périurbaines, on va dire. Qui souffrent, c'est les gens qui souffrent de manque d'infrastructures de transport, qui donc ont besoin de leur voiture. Enfin, vous le dites, il faut l'entendre. Oui, vous avez raison, cette préoccupation, elle dépasse finalement la thématique première des carburants. C'est aussi cette France rurale, périphérique, il y a un sentiment de déclassement, de perte des services publics qui est profond et qui ne date pas, en tout cas moi je le crois, uniquement de l'élection d'Emmanuel Macron, puisque nous faisons une politique, et je veux essayer de le redire ici, pour essayer de réconcilier justement les Français et d'apporter du pouvoir d'achat. Vous faites les frais de l'accumulation de plusieurs années de colère. Rentrée. Oui, l'idée, c'est ne pas se défausser, bien sûr, mais oui, je pense qu'il y a dans cette colère une accumulation qui ne date pas de l'élection d'Emmanuel Macron, c'est sûr. Alors des manifestations un peu partout en Isère, et bien sûr aussi à Grenoble, on retrouve ces gilets jaunes, et puis on continue à évoquer cette mobilisation. Comme un peu partout en France, ils se sont donné rendez-vous sur les réseaux sociaux. À Grenoble, porte de France, un cortège de gilets jaunes piétons remonte le cours Jean Jaurès direction le Rondeau. Bloquant au passage les voies d'accès et les tramways, les manifestants convergent vers l'échangeur avec les autres points de ralliement autour de la ville. On voit qu'il y a plein de gens ici qui payent des taxes injustes, pas forcément les mêmes, pas forcément le carburant, mais qu'on s'est tous retrouvés autour de ce mot d'ordre-là parce que ça fédère les colères. Et des gens comme moi qui n'ont pas encore de voiture peuvent se retrouver dans cette manifestation au même titre que n'importe qui d'autre. C'est la première fois de ma vie que je manifeste, la toute première fois de ma vie. Mais j'en ai tellement marre là, je suis tellement au bout que voilà quoi, je suis là. Et je trouve que c'est important et je suis fier d'être là et je suis déçu qu'on ne soit pas assez nombreux. J'aurais espéré qu'on soit beaucoup plus nombreux que ça, quoi. Il faudrait que les gens y prennent conscience un petit peu maintenant. Le mouvement national avoue ne pas savoir jusqu'où il ira. Julien Terrier, représentant local des Gilets jaunes, appelle à la poursuite. Il montera, lui, à Paris le 24 novembre prochain. Jean-Charles Colarroy, ça fédère les colères, nous disent manifestants. Et c'est ce que vous nous disiez, finalement, on va bien au-delà que du prix des carburants.
Oui, c'est sûr. Et c'est pour ça qu'il faut qu'on soit capable d'apporter une réponse globale. Et je pense que le président de la République, mardi prochain, dans son grand discours, à l'occasion de la présentation de la feuille de route pluriannuelle de l'énergie de la France, apportera aussi une réponse. Mais effectivement, on voit qu'on part des carburants et on parle de toute autre chose finalement. Et les réponses qu'on peut apporter aujourd'hui sur cette thématique de l'énergie, des carburants, eh bien, elles ne satisfont pas pleinement les gens qui viennent manifester. Alors, ces gens quand même, on va évoquer la transition écologique. Ces gens, le gouvernement leur dit, vous avez une empreinte carbone trop importante, vous allez payer. La pilule est quand même difficile à passer, il faut le reconnaître. Alors, on ne dit pas ça comme ça, en fait. On essaie d'avoir un discours cohérent. D'abord, quand on est arrivé aux responsabilités, en juin 2017, Nicolas Hulot a mis en place un plan climat et a dit, en 2040, plus de vente de véhicules thermiques. Ensuite, nous avons fait la loi hydrocarbures. J'en ai été le rapporteur. La France sera un des premiers pays au monde à sortir de la production et de la recherche de pétrole et de gaz. Donc, sortons des hydrocarbures à horizon 2040. Donc, on donne un signal long terme. Ensuite, on donne un prix au carbone et on donne une trajectoire au carbone pour que, justement, les acteurs aient le temps de s'adapter. Et on dit à la fois aux particuliers, mais aux entreprises, demain, les énergies fossiles, effectivement, seront plus taxées et nous avons une phase de transition à effectuer. Et c'est important d'avoir ce discours cohérent et de montrer cette transition du carbone, ce prix du carbone, pour que nous puissions nous désintoxiquer des énergies fossiles. Mais donc aujourd'hui, on est au début de cette transition et donc les alternatives ne sont pas encore prêtes. Donc on n'a pas d'autre choix que de payer. On est dans une phase de transition, donc effectivement c'est difficile. Mais par le passé, l'énergie, les carburants ont été hauts aussi. Et les gouvernements ont reculé. Et petit à petit, on n'a pas fait cette transition il y a 5 ans ou il y a 10 ans, quand là aussi les prix du pétrole étaient hauts. Là, nous avons décidé d'être cohérents, d'essayer de tenir dans cette trajectoire carbone pour réellement sortir de la dépendance au pétrole. Mais nous avons des mesures d'accompagnement et d'incitation. Quand nous renforçons la prime à la conversion, que nous mettons 4 000 € pour essayer d'acheter un véhicule moins polluant, que ce soit essence, même diesel, neuf, moins polluant, ou véhicule électrique, ce sont des mesures incitatives fortes. Quand nous décidons, le Premier ministre l'annonce, pour les 4 millions de Français qui ont une cuve au fioul, de les aider à 30% et même à hauteur de 50% pour certains à faire cette transition de la cuve au fioul vers une chaudière gaz ou vers une chaudière performante, eh bien, nous aidons à faire cette transition. Et puis, nous avons aussi des dispositifs pour accompagner les ménages les plus modestes. C'est le chèque énergie. 4 millions de Français qui recevaient environ 120 €, nous avons décidé de le généraliser. Et 150 € revalorisés à 150 € cette année, 200 € l'an prochain et étendu à 6 millions de Français. Mais ce sont des annonces fortes. Toutes ces mesures, monsieur le député, elles sont sous réserve de ressources, de revenus. Oui, mais on parle de 6 millions de ménages qui peuvent en bénéficier. Les non imposables. 4 millions, c'était les non imposables, et là on l'étend à des ménages modestes qui sont au-dessus du seuil des non imposables. Sauf qu'il y a des tas de ménages qui effectivement sont imposables, très légèrement imposables, mais qui n'auront pas accès ou qui peut-être n'auront pas accès à ces mesures. Et eux, ils crient à la justice. Oui, bien sûr, mais pour ceux qui sont obligés de prendre leur véhicule, par exemple, pour aller travailler, nous avons décidé de revaloriser les indemnités kilométriques qui sont données par les employeurs. Et là, pour ceux qui ont des véhicules de petite cylindrée, il ne s'agit pas de subventionner les gros véhicules, 7 chevaux, les SUV, mais pour ceux qui ont des véhicules de petite cylindrée et qui sont obligés de prendre leur véhicule pour faire des kilomètres et pour aller au travail, nous allons revaloriser les indemnités kilométriques domicile-travail. Alors ce week-end, une nouvelle vague de mobilisation est annoncée. Le président Macron semble avoir fait un pas en arrière ou entendu en tout cas la grogne. Vous le disiez mardi, il annoncera de nouvelles mesures pour rendre acceptable, ce sont les propres termes de l'Élysée, pour rendre acceptable la transition écologique. Nous avons reçu le message des citoyens, dit l'Élysée. Il faut que la transition soit juste, équitable et démocratique. Encore une fois, ce sont les termes officiels. Est-ce que jusqu'à maintenant, les annonces qui ont été faites étaient injustes, inéquitables et non démocratiques ? Non, je crois qu'il faut entendre les manifestations, il faut entendre la colère qui est exprimée. On est allé trop loin, on n'a pas assez expliqué, c'est ce que j'entends. Et essayer d'y apporter des réponses. Rappelez aussi la cohérence. Nous avons décidé effectivement de mettre une trajectoire carbone, donc de taxer les activités polluantes, mais de faire aussi des baisses de charges et de redonner du pouvoir d'achat aux Français en baissant la fiscalité sur le travail et en supprimant progressivement la taxe d'habitation. Il faut rappeler que c'est la cohérence de cette politique. Certes, il y a une augmentation d'1,5 milliard à 2 milliards des
taxes sur les activités polluantes, mais en 2019, nous baissons aussi la fiscalité sur le travail de 6 milliards d'euros. La suppression de la taxe d'habitation, c'est plusieurs millions de Français qui ont vu baisser cette taxe d'un tiers. Tous les actifs du secteur privé ont eu une augmentation de leur salaire au mois de novembre. Quand nous revalorisons le minimum vieillesse, quand nous faisons dans le projet de loi de finances de la sécurité sociale le reste à charge zéro pour qu'à la fin de ce quinquennat, les soins auditifs, dentaires puissent être revalorisés, nous faisons des actions pour les plus modestes. Vous savez que cet argument, il a du mal à passer parce que finalement, les Français, ils ont l'impression qu'on leur prend dans une poche et puis qu'on leur rend dans l'autre poche. Donc ils disent à quoi ça sert vraiment. Et évidemment, il y a toujours cette suspicion de prendre un peu plus que ce qu'on rend. Oui, mais je redonne les chiffres. La taxe sur les activités polluantes, les carburants, c'est 1,5 à 2 milliards d'euros. Les mesures de revalorisation et de suppression de la taxe d'habitation, c'est 6 milliards d'euros que nous rendons aux Français. On va reparler de fiscalité. Un mot quand même sur le fond. Cette semaine, après la première mobilisation des Gilets jaunes, le Premier ministre a tensé un petit peu les députés En Marche en leur disant « Sur le terrain, vous n'avez pas suffisamment défendu la réforme. J'attends de vous que vous soyez un peu plus à l'offensive. » Bon, j'entends ça. Moi, je trouve qu'on a été présent. J'ai été présent moi-même dans les médias. On est présent aussi pour expliquer avec nos concitoyens, tous ceux qui veulent dialoguer. À notre permanence aussi, on le fait. Maintenant, c'est sûr qu'on peut faire encore plus et toujours mieux dans l'explication, dans les mesures que l'on prend, les détailler, les expliquer. Et puis aussi écouter. Voilà. Parce qu'en fait, là, quand il y a une colère qui s'exprime, je me rends compte qu'on peut dire beaucoup de choses, expliquer. Il est surtout urgent d'écouter ce qui se dit, d'entendre le ras-le-bol et de voir comment prendre les meilleures mesures. Et puis, il faut être capable aussi de prendre la main tendue. Parce que, certes, le Premier ministre nous a peut-être fait ce reproche, mais moi, je lui dis aussi qu'il faut que nous soyons capables de prendre la main tendue qui nous est donnée par les syndicats, les corps intermédiaires. Laurent Berger, assez rapidement, a appelé à une grande conférence sociale. Eh bien, moi, je suis pour que nous saisissions ce message et que nous fassions, avec les syndicats, une grande conférence autour du social, de l'environnemental. Parce qu'il n'y a rien de pire que d'opposer, effectivement, la lutte contre les changements climatiques, les préoccupations environnementales, avec des préoccupations sociales. Parce qu'en fait, quand on lutte contre les changements climatiques, eh bien, c'est normalement du gagnant-gagnant. C'est-à-dire que c'est d'une part créateur d'emplois, mais en plus, on le fait pour les générations futures et aussi pour notre santé. On est tous d'accord avec ça, oui, avec l'objectif. Sauf que quand on a du mal à boucler ses fins de mois, évidemment, la préoccupation de la planète, elle passe après la nécessité de payer ses factures. Bien sûr, bien sûr. Mais c'est pour ça que cette conférence sociale et environnementale, elle va essayer de résoudre cette équation et de ne pas opposer les urgences sociales et les préoccupations environnementales. Mardi, le président de la République va annoncer quel type de mesures ? Écoutez, c'est le président qui va les annoncer, alors, donc je ne vais pas les dévoiler là. Quelques grandes pistes. Moi, je pense que... ça va être des nouvelles primes, des nouvelles incitations ? Peut-être qu'on peut aller encore plus loin dans les mesures incitatives. Voilà, ça c'est sûr. C'est 500 millions d'euros déjà ce qu'a annoncé le Premier ministre. Oui, c'est vrai, et c'est pas rien. Mais on dirait que c'est passé en pertes et profits, quoi, que tout le monde ne l'a pas vu ou que c'était inutile. Moi, je pense qu'il faut réinsister sur les annonces qui ont été faites. Il faut être capable d'aller plus loin de façon ciblée. Il faut qu'on reste cohérent par rapport à notre politique. Moi, je ne suis pas pour qu'on revienne en arrière et qu'on fasse, par exemple, une TIPP flottante, ou, voilà, qui fait que cette transition, encore une fois, on va reculer. Et on va laisser aux générations futures le fait de faire cette transition, mais là, ils n'auront plus le choix. Vous êtes contre la TIPP flottante, vous étiez plutôt assez hostile au chèque énergie, oui, on peut le dire. Mais oui, parce qu'en fait, c'est subventionner les énergies dont on veut se débarrasser. Et finalement, quand on reste dans cette dépendance, eh bien, cette crise pétrolière, elle interviendra dans 2 ans, elle réinterviendra dans 5 ans. Donc cette transition, elle est difficile à faire. Il faut qu'on accompagne les gens qui sont modestes, vulnérables, qui sont dans des impasses, mais il faut que nous la fassions. La TIPP, c'est la taxe intérieure sur les produits pétroliers, qui est maintenant la TICPE précisément. Une taxe qui rapporte 37 milliards par an. Seuls 7 milliards sont réellement fléchés vers la transition écologique. Est-ce que ce n'est pas difficile finalement à entendre pour le contribuable ? Alors, le budget du ministère de la Transition écologique et solidaire, c'est 35 milliards d'euros. Et il a été revalorisé de plus 1 milliard cette année. Après, il y a des fléchages particuliers sur certaines activités, c'est les fléchages dont vous parlez.
Mais il faut rappeler que moi, je ne suis pas pour un fléchage total du budget de la France. Parce qu'il faut que nous ayons aussi des taxes qui permettent de financer notre armée, nos hôpitaux, nos routes. Et donc, il y a un principe d'universalité du budget qui est sain en France pour mener des politiques. Enfin là, ça fait 20%, c'est quand même faible. Malgré tout, là où vous avez raison, c'est qu'on peut faire plus. On doit faire plus. Il y a à la fois les financements publics dont vous parlez, je le redis, le budget du ministère de la Transition écologique et solidaire a augmenté d'1 milliard. On peut faire encore plus. Et d'ailleurs, le Premier ministre a annoncé 500 millions de plus il y a 10 jours. Mais aussi, on peut aider à financer des principes privés. Les certificats d'économie d'énergie, par exemple, ce n'est pas du financement public, ce sont des obligations données aux grands acteurs de l'énergie. Ça ne transite pas par du financement public et ça permet de financer la transition énergétique. Les collectivités territoriales font aussi et il faut plus les accompagner. Disons que ça a du mal à passer parce qu'on a essayé de faire passer la pilule en expliquant aux gens que ce que l'État récupérerait en plus sur les taxes liées au carburant serait reversé à la transition écologique. Non, l'équation, elle n'est pas, ce n'est pas égal. Voilà, c'est pas à l'euro. Non, c'est pas à l'euro. Mais je l'ai dit aussi parce que ça permet de financer d'autres services dont nous avons besoin. Et ça, je l'assume. Mais nous faisons plus d'ores et déjà, et nous pouvons faire encore plus. Nous l'entendons. Vous avez entendu le retour médiatique de Nicolas Hulot jeudi soir sur France 2. Il faut un accompagnement social digne de ce nom pour faire passer la transition, pour promouvoir la transition écologique. C'est ce qu'a dit le ministre démissionnaire. Bien sûr, on peut être d'accord. Et j'ai donné des mesures quand on supprime la taxe d'habitation qui est un impôt injuste pour beaucoup de nos concitoyens, eh bien, on redonne du pouvoir d'achat. Quand on redonne, en supprimant des charges sur les salaires, du pouvoir d'achat à l'ensemble des actifs, on revalorise le travail. Quand on augmente le minimum vieillesse, c'est ce que nous faisons. Nous pouvons aller plus loin, mais là où j'aurais aimé entendre Nicolas Hulot, effectivement, et je peux être d'accord avec lui, c'est sur les pistes. Qu'est-ce qu'on peut faire de plus? Et c'est pour ça que je pense que le président va annoncer mardi cette conférence sociale, environnementale, où là, on va identifier des pistes pour aider à l'accompagnement et pour renforcer nos mesures incitatives sur la transition et d'accompagnement sur les salaires et le pouvoir d'achat. Pour conclure sur la fiscalité, moi j'ai vu une pétition que lance l'UFC Que Choisir. C'est quand même pas, c'est plutôt sérieux l'UFC Que Choisir. Une pétition qui s'intitule Fiscalité stop à l'alibi écologique. L'UFC Que Choisir nous explique qu'une famille en 2019 paiera en moyenne 360 € de taxes environnementales prélevées par l'État. Or, les moyens pour accompagner au quotidien les Français et les territoires en faveur de solutions économes et vertueuses pour l'environnement, eux, ne progressent pas. Ils progressent, mais pas assez, pas suffisamment, donc on peut être d'accord avec ça. Et après, moi, je ne veux pas être démagogique. La fiscalité environnementale, le signal prix, c'est un bon outil pour donner une inflexion, commencer une transition, faire changer les comportements. On sait que le signal prix est très utile. Ce n'est pas la seule façon, mais nous devons rester cohérents par rapport à ça. Parce que si nous reculons, si nous recommençons à subventionner les produits pétroliers, nous allons passer cette crise et nous remettrons la transition à dans plusieurs années. J'entends bien, il faut entendre, mais il faut assumer. Je crois que c'est ce que nous essayons de faire, de rester cohérents. Alors précisément, on va essayer de changer de comportement, d'avoir pourquoi pas des véhicules plus vertueux, moins polluants, et c'est le véhicule électrique qu'on nous vend à longueur d'interview. C'est l'alternative au moteur à explosion classique, au diesel. Ces voitures électriques, elles sont chères. Oui. 24 000 €. Mais c'est pour ça que dans la prime à la conversion que nous avons faite, d'abord 2 000 €, puis ça a été étendu à 4 000 € par les annonces du Premier ministre. Nous l'avons ouvert aux véhicules d'occasion, afin qu'effectivement les Français les plus modestes qui n'ont pas les moyens de s'acheter un véhicule neuf puissent accéder au marché de l'occasion. Donc aujourd'hui, on peut faire cette transition vers des véhicules électriques. Et effectivement, une occasion électrique, on peut en trouver à 9 000 – 10 000 €. Donc ça fait encore un gap, vous avez raison, entre le 4 000 et le 10 000 €. C'est aussi pour ça qu'on permet d'acheter des véhicules essence récents ou même des véhicules diesel récents. Parce qu'eux polluent beaucoup moins que des véhicules anciens. Et cette transition, elle est utile. Parce que je le rappelle quand même, la pollution de l'air, c'est environ 50 000 décès chaque année. Et bien sûr, le véhicule n'est pas la seule cause. Et moi, je suis tout à fait contre l'expression « le diesel tue ».
Parce que c'est stigmatiser les gens qui roulent au diesel, et c'est pas l'idée. C'est de dire, effectivement, si on peut sortir de ce carburant progressivement, même par des diesels plus récents, faisons-le. Et dans la pollution de l'air, c'est 50 000 décès prématurés, on sait aussi qu'il y a le chauffage au bois. Donc moi, je suis pour qu'on ait des mesures plus incitatives sur la conversion des chauffages au bois ou des cheminées à foyer ouvert. Par exemple, et je dis bravo à la métropole de Grenoble, qui a des mesures aujourd'hui incitatives sur le changement des cheminées, des foyers ouverts. La primaire bois. Primaire bois, eh bien, bravo. Si l'État peut aussi accompagner ça, et je crois que c'est une des annonces du président de la République mardi, c'est de voir les mesures qui sont prises dans les territoires et de voir comment l'État peut les accompagner, peut renforcer, eh bien voilà, essayons d'agréger les intelligences. Ces voitures électriques, j'y reviens, mais elles sont chères à l'achat, elles sont chères ensuite à l'entretien. Les batteries sont particulièrement, la location des batteries est aussi assez chère. Il y a des problèmes techniques pour le temps de recharge. Il n'y a pas suffisamment de bornes, c'est assez long à recharger. Et puis finalement, ces voitures électriques, c'est des voitures nucléaires. Oui, mais quand on dit que le principal problème aujourd'hui qu'on a, ce sont d'une part les émissions de particules, d'autre part la décarbonation de notre mix électrique ou énergétique, eh bien effectivement en France, quand les véhicules électriques roulent avec une énergie nucléaire, nous résolvons ce problème de décarbonation. Maintenant, là où je vous rejoins, c'est que si on veut faire cette transition vers les véhicules électriques, et nous sommes dans cette phase de transition qui n'est pas évidente, je le conçois, il faut que nous soyons encore plus ambitieux sur la création d'un grand réseau de bornes. J'étais au Salon des maires et je discutais avec des grands industriels de l'énergie qui gagnent aussi des appels d'offres européens, et l'Europe peut nous aider pour développer des bornes sur les autoroutes en France. Parce qu'effectivement, si on achète un véhicule électrique mais qu'on ne peut pas s'en servir le week-end, eh bien ce sont des freins. J'étais l'autre jour au syndicat de l'énergie de l'Isère, le CEDI. Je discutais avec son directeur et son président. Il y a un grand plan d'installation de bornes en secteur rural. Mais ça prend combien de temps pour recharger une voiture électrique sur une borne? Ça prend 40 minutes. Oui, parce que ça peut prendre une nuit si vous êtes chez vous avec une borne classique. Et puis aujourd'hui, vous avez des bornes de forte puissance, et c'est celle qu'on essaye d'installer sur les autoroutes, pour que le temps puisse prendre 15 minutes. Voilà. Mais effectivement, nous devons investir massivement pour que cette transition puisse avoir lieu. Il y a encore de la recherche à faire, quand même. Par rapport aux véhicules électriques, on est déjà dans la phase de développement et de transition. On n'est plus dans la phase de recherche. Sur l'hydrogène, par exemple, on est encore dans la phase de recherche. Et aujourd'hui, vous avez un plan qui a été annoncé de 100 millions d'euros et des gens qui cherchent au CEA. Eh bien là, effectivement, on est dans cette phase encore où la recherche peut nous aider à savoir si on va passer vers ça. Alors la voiture à hydrogène, on en voit quelques images. À Grenoble, effectivement, on est plutôt en pointe en termes de recherche et développement. Mais ça fait quand même très longtemps qu'on nous en parle et on ne voit pas encore beaucoup de voitures à hydrogène dans les rues. Oui, bien sûr. Mais là aussi, on peut dire bravo, par exemple, à la région Rhône-Alpes, qui a un plan Green Eau Valley, avec un plan de développement autour de l'hydrogène. Eh bien, pareil, si on peut accompagner ces initiatives faites en région, eh bien, faisons-le de façon intelligente. J'en reviens à cette fameuse voiture électrique. Est-ce qu'elle est vraiment vertueuse, finalement? On entend certaines études selon lesquelles la fabrication des véhicules électriques serait en moyenne 5 fois plus polluante que la fabrication d'un véhicule conventionnel. On parle souvent du recyclage des batteries, de l'exploitation des terres rares qui sont indispensables pour les construire. Est-ce que c'est vraiment vertueux, un véhicule électrique? Est-ce qu'on est sûr de ça? Est-ce que dans 20 ans, vous ne reviendrez pas sur ce plateau pour nous dire, aujourd'hui, comme vous nous le dites, pour le diesel, on a trop incité le véhicule électrique, il faut faire marche arrière? Écoutez, moi, je vois des études contradictoires, effectivement, mais je vois aussi la majorité des études qui sont faites qui expliquent que le véhicule électrique est globalement vertueux sur l'ensemble de sa durée de vie. Et j'ai parlé aussi du problème des particules fines. Donc on a quand même ce problème de santé publique à résoudre par rapport à ça, et le véhicule électrique apporte des solutions. Oui, mais vous me parlez de pollution, moi j'entends bien l'argument de la pollution, sauf que vous ne prenez pas la vertu du véhicule sur toute la chaîne. Si, mais moi, je ne vous dis pas qu'il y a zéro problème ou zéro pollution. Il est moins polluant, certes, ouais, au moment où on l'utilise. Mais après, les batteries, est-ce qu'elles ne seront pas un jour polluantes? Mais là où vous avez raison, c'est que aucune énergie n'est vertueuse ou n'est parfaite. À 300%. Donc, voilà. Bien sûr, donc nous avons des problèmes à résoudre, nous avவும் un problème sur le recyclage des batteries à résoudre. Aujourd'hui, vous avez des recherches qui se font pour voir si les batteries des véhicules électriques qui ont perdu une partie de leur capacité ne peuvent plus être utilisées pour des véhicules, eh bien, est-ce qu'on ne peut pas les utiliser dans un autre usage où il n'y a pas besoin d'autant de capacité? Toutes ces recherches, elles sont en cours, mais il faut quand même assumer cette transition. Aujourd'hui, c'est le chemin vers lequel nous allons. Nous avons en France cette chance d'avoir une énergie, une électricité qui est décarbonée. Ça serait dommage de ne pas l'utiliser.
Allez, on va parler du nucléaire dans un instant. Juste une parenthèse. Le gouvernement a décidé cette semaine de reporter jusqu'à nouvel ordre la création de la vignette poids lourd. Une vignette qui était censée rapporter 500 millions d'euros par an pour financer notamment des grandes infrastructures routières. C'est une bonne nouvelle ? Je suis partagé parce que nous allons avoir la loi mobilité qui arrive au Sénat en février et à l'Assemblée nationale en juin. Nous savons que nous avons un besoin de financement très fort sur les infrastructures. Et il y a parfois un comportement paradoxal des élus locaux qui tous disent « Ah, mais plus de taxes, ah, mais il faut réduire les impôts », et puis qui viennent voir le ministère des Transports en disant « Mais moi, j'ai besoin de ma petite infrastructure, moi, il faut rénover mes routes, moi, j'ai besoin de ma rocade ». Donc, des financements pour nos réseaux de transport, pour nos infrastructures, pour le train, pour le fret, nous allons en avoir besoin. Et moi, je ne suis pas choqué par l'idée que nous puissions faire payer, par exemple, les camions qui empruntent nos autoroutes. Donc le gouvernement aurait dû tenir bon. Vous me dites qu'on aurait dû assumer, comme pour la TIPP. Je dis que peut-être que dans un moment aujourd'hui de grogne ou de complexité, on peut entendre et on peut essayer de voir quelles sont les meilleures solutions. Il y avait la vignette qui était à l'étude, mais il y avait d'autres solutions. Donc peut-être qu'on peut prendre le temps de réfléchir. Mais sur le fond, le fait de faire payer les camions qui prennent nos routes entre l'Espagne, l'Italie ou l'Allemagne n'est pas en soi, pour moi, une mauvaise idée. La PPE, c'est la programmation sur l'énergie qui sera bientôt étudiée au Parlement. Cette semaine, on a eu vent de quelques pistes de travail sur l'avenir du nucléaire. On y revient. 3 scénarios se dessinent. Alors, c'est un peu technique. On en saura un peu plus la semaine prochaine. En gros, entre 0 et 6 nouvelles fermetures de réacteurs nucléaires d'ici 2028, sans compter les 2 de Fessenheim qui sont déjà engagés, qui seront d'ailleurs les seuls de ce quinquennat. En fait, l'exécutif travaille sur cette programmation pour savoir à quel rythme et à quelle ampleur on doit rééquilibrer le mix énergétique. Oui, la programmation pluriannuelle de l'énergie qui va être annoncée mardi prochain par le président de la République, puis par le ministre de la Transition écologique et solidaire, François de Rugy, c'est la feuille de route de la France pour les 5 et 10 ans qui viennent. On va dire tous les efforts qu'on va faire en termes de maîtrise des consommations d'énergie, de développement des énergies nouvelles et la conséquence que ça aura sur la trajectoire nucléaire. Là où vous avez raison, c'est que dans la première partie de la PPE, les 5 ans, 2018-2023, il y a la fermeture des 4 centrales à charbon qu'il nous reste encore. Et ça, c'est non négligeable, parce que ça veut dire que sur 4 territoires donnés, c'est reconvertir des centaines de salariés qui travaillaient dans ces usines. Et ça, nous allons le faire. Parce que nous avons encore des centrales à charbon. Nous avons encore 4 centrales à charbon. Et puis, c'est aussi la fermeture de Fessenheim. Voilà. Dans cette première partie, ces 5 premières années, c'est déjà ça l'ambition de cette PPE. Ensuite, nous l'avons dit, il y a la décroissance de la part du nucléaire dans notre mix électrique de 75% environ à 50%. Ça avait été décidé par nos prédécesseurs dans la loi de transition énergétique pour une croissance verte de 2015 et l'objectif était 2025. Sauf que quasiment rien n'avait été fait, aucun moyen n'avait été mis, donc un objectif intenable. C'était la promesse d'Emmanuel Macron, il le savait, il a été ministre de l'économie, il connaissait quand même ce dossier. Oui, on peut le voir comme ça, mais c'était surtout que dans le précédent quinquennat, finalement, les forces politiques ont pris l'accord entre les forces de gauche, les forces écologiques, et peu de moyens ont été mis pour y arriver. Nous prenons la décision de prendre plus de temps pour effectuer cette transition et d'essayer de le faire de façon crédible, en mettant les moyens. On va sûrement annoncer que cet objectif de 50% de la part nucléaire se fera dans un horizon plutôt 2035. Et du coup, il y a une inflexion à donner et des premières fermetures à faire. Effectivement, vous avez raison, différents scénarios sont sur la table, entre 0 et 6 fermetures de réacteurs dans la deuxième partie. Moi, je prône pour qu'on soit plutôt vers les 6 fermetures de réacteurs dans cette partie 2023-2028. Parce que si donc on le plus tôt possible. Oui, parce que si on repousse trop la fermeture des réacteurs 2029-2035, si on dit qu'il faut fermer 14 réacteurs à peu près pour arriver à 50%, et qu'on met 12 fermetures de réacteurs sur les 7 dernières années, moi je pense qu'on va manquer de crédibilité. Parce que fermer des réacteurs, c'est pareil, faire des reconversions sur des territoires. Sauf que voilà, il faut l'anticiper. Voilà, mais c'est tout l'objet de la feuille de route énergétique de la France qui va être annoncée mardi prochain. Comment est-ce qu'on peut envisager un tel plan au rythme où vont les investissements sur les énergies renouvelables, qui sont toujours à la traîne ? Alors, effectivement, ça met du temps, mais ce n'est pas qu'une question d'argent ou d'investissement en France. C'est aussi une question administrative. On le voit,
C'est encore plus rageant, pardon de vous le dire, c'est encore plus rageant. Oui, mais d'accord, c'est une question administrative, mais c'est aussi une question d'acceptation sur les territoires. C'est-à-dire que tout le monde est favorable aux énergies renouvelables, mais il y a le phénomène not in my backyard, c'est-à-dire pas dans mon jardin, et très peu de citoyens souhaitent avoir des énergies renouvelables juste à leur proximité, alors que globalement tout le monde est favorable. Donc, il faut qu'on soit capable de mieux expliquer, de mieux associer les collectivités territoriales et les citoyens pour que ça soit des politiques d'aménagement du territoire. Et sur le plan administratif, par exemple, dans la loi ESSOC, qui était pour simplifier la relation des citoyens avec l'administration, eh bien, nous avons pris des mesures pour essayer de réduire les recours sur ces énergies et pour faire que, quand on veut développer un champ éolien, par exemple, en France, on met 10 à 12 ans avant que les premières éoliennes sortent. Alors que dans d'autres pays, ça sera plutôt 4, 5, 6 années. Eh bien voilà, il faut qu'on soit plus rapide. Les fermes photovoltaïques commencent à se développer. Dans la région, on est plutôt en pointe en matière d'hydroélectricité. On voyait tout à l'heure les images de la centrale hydroélectrique du Rondeau. Je veux dire, c'est ce genre de choses aussi qu'il faut savoir développer et qui sont plus facilement acceptées. Pourtant, ça prend aussi des années. Oui, ça prend des années. Sur le potentiel hydroélectrique, il y a beaucoup d'investissements à faire pour moderniser. On ne trouvera pas énormément de gisements supplémentaires. On a déjà bien exploité en France ce qu'on pouvait faire, mais en revanche, on peut moderniser nos centrales pour essayer, avec des investissements, de renforcer l'hydroélectricité, mais qui est déjà la première source d'énergie nouvelle. Aujourd'hui, le potentiel de développement sur lequel on doit axer pour arriver à 50% de nucléaire et 50% d'autres énergies, c'est majoritairement l'éolien, offshore en particulier, l'éolien flottant aussi, qui est une filière les hydroliennes, émergente. Par exemple. On a reçu ici des entreprises qui ont mis au point des hydroliennes qui fonctionnent parfaitement. Oui, vous avez raison. Mais aujourd'hui, il faut regarder, est-ce que ça permet de fournir énormément d'énergie ou ce sont des petits projets? Pour l'instant, on en est plutôt sur des petits projets d'hydroliennes. Il faut les faire. Mais sur les grands projets, ça va être autour du solaire photovoltaïque et de l'éolien offshore. Sur ces questions, le Parlement sera au cœur du débat. C'est un décret, une loi programmatique qui sera prise? Eh bien voilà, c'est tout l'enjeu aussi, c'est que la programmation pluriannuelle de l'énergie, tous les 5 ans, tous les 10 ans, c'est un décret. Et c'est là où moi, en tant que parlementaire, avec d'autres, on a co-signé une tribune à 100 députés pour qu'en fait, ce ne soit pas un décret pris par le gouvernement, sans débat au Parlement, mais qu'on ait une grande loi tous les 5 ans. Vous avez été entendu? Oui, j'espère, en tout cas. Alors, pas pour cette fois-ci, parce que c'était un peu tard, mais nous souhaitons que pour les prochaines fois, dans les 5 prochaines années, nous puissions avoir un grand débat au Parlement et un grand débat citoyen, finalement. Donc c'est pas dans mon jardin finalement, c'est pas sous ce mandat-là, c'est exactement le principe des éoliennes. En fait, oui, c'est une très bonne idée, mais pour le mandat suivant. Oui, mais vous savez, mais la programmation pluriannuelle de l'énergie, c'est tous les 5 et 10 ans. Oui. Donc, voilà. Et dans ce mandat, il y aura des lois sur l'énergie, je vous l'assure. Allez, Emmanuel Macron face à la colère des maires cette semaine, une véritable opération de séduction à l'Élysée du chef de l'État. Il avait promis de retourner voir les maires dans leur grand congrès annuel. Il a préféré en recevoir 2000 à l'Élysée mercredi dernier, avec une vraie volonté de recréer du lien, de retisser le lien. Il y a une rupture entre les élus locaux et l'Élysée? Je ne sais pas dire si ce sentiment est généralisé. Oui, il y a quelques élus locaux qui sont remontés. Il y a des associations qui les représentent qui sont aussi dans un rapport de force politique. Il ne faut pas quand même être naïf et il faut voir ça. On a effectivement des forces de droite ou de gauche qui essayent de mener un rapport de force. Et puis après, il y a des maires effectivement qui expriment un sentiment de lassitude parce qu'ils sont l'échelon le plus proche de nos concitoyens. Ils les côtoient tous les jours. Ils sont un réceptacle aussi d'inquiétude. Il y a eu des modernisations ou des modifications qui ont été faites aussi sur le transfert de responsabilités qui peuvent être faits aux métropoles. Et donc, beaucoup de changements dans les dernières années qui ont pu effectivement inquiéter ou fatiguer certains maires. Sur la territorialisation, le chef de l'État a dit qu'il y a des intercommunalités tellement grandes que c'en est ubuesque et il n'a pas exclu de revoir la loi qui organise le territoire. Il a surtout dit, je crois, que dans ce quinquennat, il n'y aurait pas de nouvelles modifications et que des profondes modifications avaient été faites par le passé, qu'il faut déjà absorber et digérer cela. Il a aussi créé un grand ministère de la cohésion des territoires avec Jacqueline Gouraud, avec Sébastien Lecornu, avec le ministre Julien Denormandie. Voilà. Et ce grand ministère, il a pour vocation aussi, avec la création d'une agence de cohésion des territoires dans les différentes régions, dans les différents départements, de pouvoir accompagner au mieux les collectivités locales, de pouvoir faire de la décentralisation au sens où il l'entend, le président de la République, au sens d'expérimentation. Si dans des territoires, des maires, des collectivités territoriales souhaitent expérimenter, que tout le monde est d'accord et qu'on peut déroger à la règle
nationale, eh bien, avec l'accord des préfectures, faisons-le, faisons confiance aux maires. Ça, je pense que c'est ce que demandent les maires, qu'on leur fasse plus confiance. Et ce message, il a été entendu. Votre actualité parlementaire, monsieur le député, c'est aussi ce fameux statut du citoyen sauveteur que vous voulez créer. Chaque année en France, 40 000 à 50 000 personnes meurent d'un arrêt cardiaque inopiné et vous voulez créer un vrai statut du sauveteur. Voilà, vous savez, il y a deux types de lois au Parlement. Les propositions de loi qui sont d'initiative gouvernementale, parlementaire, et les projets de loi qui sont d'initiative gouvernementale. Là, il s'agit d'une proposition de loi. Donc, j'ai travaillé avec mon collègue Hugues Rançon, qui est vice-président de l'Assemblée nationale, sur un texte de loi qui a trait effectivement à ce sujet de la mort subite. C'est 40 à 50 000 morts chaque année et c'est perçu comme une fatalité. Et le taux de survie est très faible puisqu'on est environ à 5 à 7%. Et si on a des actions fortes, par exemple en formant mieux ou en sensibilisant mieux la population aux gestes de premier secours, en généralisant les défibrillateurs, en créant ce statut du citoyen sauveteur, eh bien on peut espérer passer ce taux de survie qui en France est de 7% à 10-12%. Et ça permettrait de sauver chaque année 3 à 4 000 vies. C'est l'équivalent des morts par accident de la route chaque année. On se demande pourquoi il y a besoin d'une loi pour ça. En fait, la question qui est au cœur de ce débat, c'est que vous proposez aussi de dédouaner de toute responsabilité les éventuelles dégradations, enfin les éventuels préjudices non intentionnels. Oui, bien sûr. Mais vous savez, bien sûr, on pourrait se dire qu'il n'y a pas besoin de loi, mais c'est important aussi de mettre des étapes où il y a des initiations au premier secours, à tous les moments de la vie, à l'école, pendant le code de la route, au travail, au moment de la retraite. C'est important aussi de rappeler à nos concitoyens que si jamais il y a des dégradations qui sont faites sur des défibrillateurs, eh bien en fait on dégrade un outil qui peut sauver une vie. Et puis toutes les associations qu'on a rencontrées nous disaient voilà, quand les gens viennent se former, viennent se sensibiliser, il y a toujours cette peur d'intervenir ou est-ce que je vais mal faire ? Le seul risque qu'il y a à intervenir sur quelqu'un qui fait un arrêt cardio-respiratoire, qui s'effondre dans la rue, c'est de sauver une vie. Et ce statut de citoyen sauveteur, il est là pour le rappeler. Parce qu'en France, les secours mettent 10 à 13 minutes à arriver. Et dans ces 10 à 13 minutes, ça va être le proche, le voisin, le citoyen, le collègue de travail qui peut intervenir. 10% de chances de survie en moins à chaque minute qui passe. Si nous intervenons, nous pouvons sauver des vies. Allez, on suivra de près cette proposition de loi que vous faites et qui sera sans doute étudiée en début d'année prochaine. On va suivre ça. Un mot sur les municipales. Vous êtes élu d'opposition à Saint-Martin-d'Air. En Marche a clairement annoncé son intention de faire basculer la métropole, donc en gagnant des grandes communes, notamment Saint-Martin-d'Air. C'est vous qui serez tête de liste dans un an et demi ? En fait, aujourd'hui, la question ne se pose pas. Très clairement. C'est celle que je vous pose. Oui, mais elle ne se pose pas. Parce qu'en fait, aujourd'hui, on n'est pas en train de réfléchir à nos candidats. On réfléchit à notre projet. Et donc, on travaille. Et bien sûr, là où vous avez raison, c'est qu'à Saint-Martin-d'Air, deuxième ville du département, et Chirol, troisième ville du département, qui sont des villes dirigées par une alliance communiste depuis des dizaines d'années, eh bien, En Marche, avec des alliés, que ça puisse être la société civile ou des mouvements divers gauche, divers droite, écologistes, eh bien, on va essayer de se rassembler, de se réunir et de proposer une offre alternative. Le fameux rassemblement. Oui, ça, bien sûr. Tout le monde sera rassemblé. J'ai l'impression que c'est un slogan qu'on va beaucoup entendre. Sauf que nous y travaillons aujourd'hui. Nous nous rencontrons, nous menons des projets, nous écoutons avec Georges Oudjaoudi à Saint-Martin-d'Air. Bien sûr, vous pourriez faire une liste commune. Vous pourriez faire une liste commune. Rien n'est exclu. On s'entend bien. Vous savez, on se connaît bien. On a fait campagne déjà lors des dernières élections. Donc moi, j'ai aucun problème à échanger, à discuter. Mais c'est pourquoi faire. L'important, c'est le projet. Et aujourd'hui, c'est sur ça qu'on travaille. La semaine dernière, le maire communiste David Queiroz de Saint-Martin-d'Air était à votre place. Il nous a confirmé qu'il serait sans doute candidat au municipal. Et il a évoqué la place d'En Marche dans ce scrutin. Je ne sais pas s'il y a de la place pour En Marche, on verra de quelle manière il se présente et qui sera la tête de liste. En revanche, moi je ne les lâcherai pas d'un point de vue, c'est que ils ne peuvent pas être crédibles devant les Martinérois lorsqu'ils défendent la baisse des APL, quand ils défendent la suppression de l'impôt sur la fortune, enfin voilà, tout ce qui concourt à l'accroissement des inégalités sociales. Je vois mal comment ils pourraient dire aux Martinérois, ce qu'on n'arrive pas à régler au niveau national, on va le régler au niveau municipal. C'est complètement incohérent et en tout cas, je ne les lâcherai pas de ce point de vue. Abdelaziz Ghazmi présente son mouvement comme un mouvement de gauche démocratique et progressiste. Vous avez l'impression que c'est la politique qui est menée par le président de la République ? Je ne sais pas s'il arrive à se convaincre lui-même de ce qu'il est en train de dire, mais bon, ça le regarde et on verra comment réagissent les électeurs en temps voulu. La politique libérale d'Emmanuel Macron risque de vous coller aux chaussures comme un sparadrap dans cette campagne municipale, non ? Vous savez, la campagne municipale est en 2020.
Nous faisons une politique, et moi je l'assume, pour relancer l'attractivité de la France. Quand je regardais un reportage au journal de France 2 qui disait que l'attractivité de la France est passée de 25% à 75% vis-à-vis des investisseurs étrangers, c'est fondamental. Parce que notre objectif, c'est vraiment de relancer l'emploi, de résoudre ce problème de chômage qui est récurrent, rémanent dans notre pays. Et donc, nous prenons ça à bras-le-corps, nous faisons des réformes d'envergure, qui changent effectivement, qui modifient le quotidien des Français. Mais notre objectif, c'est d'avoir des résultats. Il faut bien sûr plusieurs mois, et aujourd'hui, les résultats, ils ne sont pas encore là, ils sont émergents. Mais je fais le pari que fin 2019, début 2020, les résultats seront là, le chômage va baisser, et nous pourrons nous revendiquer de ces résultats. Sur la baisse des APL, si le maire de Saint-Martin-d'Hères, David Queyros, avait l'honnêteté intellectuelle de rappeler que nous avons fait aussi une grande réforme du logement social, que sur les étudiants, par exemple, nous avons supprimé l'adhésion obligatoire à la sécurité sociale étudiante, est-ce que c'est un gain de pouvoir d'achat de plus de 150 € pour les étudiants? Alors on parle des 5 € de baisse des APL et on oublie de parler de ce gain de pouvoir d'achat. Pour pouvoir être cohérent, il faut aussi être juste dans ses critiques. Moi, je suis prêt à entendre les critiques. Nous pouvons progresser, mais à condition qu'elles soient justes. Merci Jean-Charles Collaroy d'avoir été l'invité du Récap Info. Merci à tous de votre fidélité. Rendez-vous la semaine prochaine avec un nouvel invité. Et retrouvez-nous tout de suite avec monsieur le député sur Internet, sur les réseaux sociaux pour le supplément, le bonus du Récap Info. À tout de suite.